Bonjour et bienvenue dans la vidéo du jour 18 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning en 30 jours. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez mettre en place un modèle de Deep Learning qui permet de détecter, de classifier si une revue d'un film est positive ou négative. Okay? On peut mettre en place comme ça des modèles à partir du texte, de dire si c'est positif ou négatif. Par exemple, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention aux commentaires qu'on reçoit souvent. Donc, on peut développer des IA, des robots qui détectent les commentaires positifs ou négatifs. Dans cette vidéo, on va se baser sur une base de données populaire, IMDb, qui contient en fait des critiques de plusieurs films. On a le texte associé au film, on a le label sur le sentiment positif ou négatif, et nous, on veut mettre en place un modèle qui, à partir d'une nouvelle description, va nous dire si le film est positif ou négatif. Okay? Lorsqu'on veut mettre en place un modèle de deep learning, la première étape, quel que soit le modèle, c'est toujours de réaliser ce qu'on appelle le pré-crêtement. Pourquoi est-ce qu'on doit pré-crêter lorsqu'on travaille sur du texte? Tout simplement parce qu'on a du texte déjà. Regardez, imaginez que ce livre-ci, que je vous recommande d'acheter, parce que c'est avec ça que je fais ce challenge. Tout ce qu'on fait ici est dans ce livre, donc allez-y, achetez-le. C'est le livre de François Chollet. Il n'y a pas de partenariat, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est la raison pour laquelle je partage cela avec vous. Je n'ai pas de partenariat, il n'y a pas d'affiliation, rien du tout. Donc, dans ce livre, on a du texte, comme vous le voyez. Imaginez-vous que c'est de la critique du livre, de film, pardon. Et on veut savoir à partir de ce texte si ce texte-là est positif ou négatif. Lorsqu'on fait du deep learning, il faut absolument avoir des données numériques. Donc, la première étape, c'est de transformer le texte que vous voyez à l'écran en données numériques. Et pour faire cela, il y a deux approches ou plusieurs. Déjà, réaliser la vectorisation. Donc, transformer le texte en données numériques. Et en matière de vectorisation, on a vu le one-hot encoding. Qu'est-ce que c'est? On passe sur mon écran. Pour voir le one-hot encoding, vous tapez one-hot encoding, one-hot, allons-y, one-hot encoding deep learning. En gros, pour chaque mot qui se trouve dans mon texte, je vais créer des vecteurs comme ceci. Je me décale un peu pour que vous arriviez à mieux voir. Vous voyez? Je vais créer, par exemple, ici, j'ai une variable couleur qui a red, qui a blue, qui a green, qui a blue. Donc, je vais créer un vecteur pour red qui prend 1, 0, 0, un autre pour blue qui prend 0, 1, 0, 0, et pour green qui prend 0, 0, 1, 0. Donc, on crée des vecteurs binaires pour chaque modalité. L'inconvénient justement de ce one-hot encoding, c'est que pour chaque mot, on a un vecteur et notre base de données peut être trop grande en fait. Pour limiter ce problème, il y a ce qu'on appelle le word embedding. En quoi ça consiste? Chaque mot sera projeté dans un espace de dimension n. Donc chaque mot aura exactement la même dimension et on aura des coordonnées en fait numériques comme d'habitude, de telle sorte que les mots qui sont sémantiquement proches auront des positions proches en fait sur le plan vectoriel qu'on aura défini. Allons sur Internet pour voir c'est quoi l'embedding en fait. Embedding deep learning. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est une technique, c'est beaucoup plus puissante que le one-hot encoding parce qu'on a moins de caractères, on a moins d'éléments et chaque mot, vous voyez, est représenté comme ici, voici l'objet, par des données numériques qui ont été préalablement définies. La question que vous allez me poser, ok Natacha, comment est-ce qu'on met en place l'embedding en Python? C'est exactement ce qu'on verra. Comment est-ce qu'on va mettre en place un modèle avec justement cette notion d'embedding? Pour le faire, je vous invite à faire une chose. Prenez vos PC, ouvrez Google Colab, pratiquez en même temps que moi parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Dans ce challenge, j'insiste beaucoup sur la pratique parce que j'ai rencontré plusieurs personnes en entretien qui avaient certes un bon niveau théorique en mathématiques, en statistiques, mais malheureusement par la formation, n'ont pas eu l'occasion de pratiquer. Il y a des personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années en entreprise, mais n'ont jamais eu l'occasion d'exercer le métier en réalité. Donc, raison pour laquelle, sur ce challenge, je vais insister davantage sur la pratique pour vous donner l'occasion de pratiquer parce que les projets qu'on fait ensemble, là, sachez que vous pouvez les ajouter dans votre CV. Le plus important, ce sera de pitcher ce projet et bien expliquer la démarche méthodologique que vous avez utilisée. C'est ça la différence en fait. Donc, n'ayez pas peur de faire les mêmes projets que tout le monde. N'ayez vraiment pas peur. Je vous encourage. Faites ce projet-là de façon sérieuse. Pratiquez. Vraiment, j'insiste sur la pratique parce que moi, je veux qu'à la fin de ce challenge, vous vous dites, je peux mettre en place
une IA, je peux développer un modèle de A à Z et ça commence par le pré-traitement. Allons-y sur mon notebook maintenant. Je pense que vous avez le vôtre. Allons-y. Donc, mon notebook, il est là. On va déjà commencer par importer sur Keras, en fait. Il y a déjà l'embedding, en fait, déjà implémenté. Donc, vous n'avez besoin de rien faire. Ça existe déjà. On va voir d'autres cas plus complexes. Donc, ici, embedding, vous mettez déjà le nombre de mots. Il y a 2 arguments et la taille. Je vous ai dit chaque mot est représenté par un vecteur. Donc, c'est la taille du mot associé ici, le 64. Donc, si j'ai par exemple bonjour, mon bonjour sera représenté par un vecteur de taille 64 dans cette dimension. OK? Donc, là, c'est le code qui permet d'importer l'embedding. On va commencer tout doucement parce que pour faire mettre un modèle, il faut quoi? Effectivement, il faut les données. Donc, les données, on les a ici. IMDb. OK? IMDb, c'est une base de données populaire avec les revues, les critiques de films. On importe path sequence. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, lorsqu'on a un vecteur, on a souvent besoin d'avoir exactement, mais on a plusieurs vecteurs. Les textes, on peut représenter ça par des vecteurs. On a besoin d'avoir la même dimension. Donc, le padding va souvent mettre, s'il n'y a pas la même dimension, ça va rajouter des zéros. Donc, allons-y encore sur Internet, comme d'habitude. On va taper padding. Padding, voilà. Deep learning. Comme ça, vous allez voir l'image. Vous voyez, par exemple, ici, je prends quel exemple? Un exemple qui me parle le plus. Par exemple, ceci, on va prendre lequel? On va prendre ceci, par exemple, OK? Vous voyez ce graphique-ci. Bon, c'était au départ comme ça, mais après le padding, on rajoute des zéros un peu partout pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça, en fait, le padding. C'est pour ça que j'ai importé ça. Donc, première étape, on définit le nombre maximum de caractéristiques à considérer, le nombre maximum de features ici, le nombre de mots. Là, c'est l'importation de ma base de données. Une pause pour dire, quand on fait du machine learning, il faut une base d'apprentissage pour développer le modèle, une base de test pour tester les performances de ce modèle-là, pour éviter quoi? Le surapprentissage, exactement. OK? Donc, ici, je réalise mon padding, c'est-à-dire je rajoute des zéros quand il faut. Et là, j'ai la forme de mes tenseurs. On a un vecteur de dimension 25 000 et 20 ici. Vous voyez? 25 000, 20, 25 000, 20. OK? Donc ici, ce code qui est juste là permet d'afficher un texte pour vous montrer à quoi ressemblent les éléments de IMDb. Si j'exécute ça, vous allez voir que, par exemple, la première phrase, c'est « Story was so lovely because it was true » et le label ici, c'est 1. Bon, c'est positif en fait. OK? On a la base de données. Maintenant, on peut mettre en place, on peut précréter le modèle et mettre en place notre modèle. Donc pour le modèle, vous avez sequential. Donc Keras, on importe l'embedding. À quoi ça sert l'embedding? Exactement, transformer en vecteur numérique avec des floats. Flatten pour aplatir un peu notre modèle. Dense pour aplatir nos données. Dense pour connecter les neurones. Donc, je définis mon modèle ici, séquence. J'ajoute la couche d'embedding dont je vous parlais, qui est déjà disponible. Vous n'avez rien à faire. Je précise les paramètres de cette couche d'embedding. Ici, j'aplatis mes données. J'ajoute une couche dense pour pouvoir réaliser la prédiction. Raison pour laquelle ici, vous voyez, il y a la sigmoïde. Okay? Tout ça permet de définir le modèle. Lorsque j'ai défini le modèle, il faut que je définisse en fait les mécanismes qui permettent d'entraîner le modèle. Étape, j'importe les données, je précrète avec l'embedding ou bien tout ce qu'on a vu, padding et autres. Je compile. Ici, vous pouvez voir le résumé du modèle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir déjà combien de paramètres. Ici, on en a 80 000. Ici, on en a 161. Vous pouvez voir ici qu'en total, on a 80 161 paramètres à entraîner. C'est pas très beaucoup. Pour deep learning, c'est pas énorme, en vrai. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on peut entraîner notre modèle sur la base d'apprentissage, le nombre d'époques, batch size y arrive, et la taille de la validation. Après 28 secondes, on a entraîné le modèle. Maintenant, on peut évaluer les performances de notre modèle sur la base de test. Toujours, vous voyez ici, base de test. J'évalue les performances de mon modèle avec modèle.evaluate. Je mets les caractéristiques X-test, Y-test, et vous voyez qu'ici, on a une précision de 75%. Donc, c'est très bien. Du moins, c'est bien en tout cas. Donc, n'hésitez toujours pas, lorsqu'on met en place un modèle comme ça, il faut toujours vérifier qu'on n'a pas de surapprentissage. Et la courbe qui est souvent recommandée, c'est de mettre en place une courbe entre la précision. Plus la précision est importante, mieux le modèle se porte. Ici, c'est la fonction de PET, plus cette fonction est faible, mieux le modèle est. Donc, on a ici la précision sur la base d'apprentissage qui a servi à entraîner le modèle. Et sur la base de validation, fonction de PET sur la base d'apprentissage, fonction de PET sur la base de validation. Ici, c'est l'ensemble des époques qu'on a utilisées. Ici, on va mettre en place le graphique sur la base d'apprentissage, de validation. On met les tigres et autres, OK. Et si j'exécute ça, vous allez voir que
globalement, ce qu'on constate, c'est que sur la base ici d'apprentissage, la précision ne fait qu'augmenter. Donc moi, c'est un signe en fait de surapprentissage, ça. C'est un signe de surapprentissage parce qu'on a une précision qui augmente sur la base d'apprentissage, mais ça reste constant sur la base de validation. Et pareil, fonction de PET, on a une décroissance sur la base d'apprentissage, mais par contre, sur la base de test, c'est pas vraiment décroissant. Donc, il faut faire attention. On a un risque de surapprentissage. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut utiliser la couche d'embedding dans son modèle. Vous allez certainement me demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autre approche? Ça, c'est une approche que je vous ai présentée. Mais sachez que dans la vraie vie, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les modèles pré-entraînés. C'est le même principe que les modèles pré-entraînés, ou bien presque, que les modèles pré-entraînés qu'on a vus dans le cadre du deep learning. Ici, il y a ce qu'on appelle les word embedding pré-entraînés, tels que Word2Vect. Si vous avez vu ça, vous avez Glove également. Vous avez également ici l'ensemble FastTest, qui sont des vecteurs de mots qui ont été appris sur de gros volumes de données, grand corpus de texte. Ces embeddings capturent les relations sémantiques et syntaxiques entre les mots, ce qui les rend extrêmement utiles pour de nombreuses tâches. Donc, on va prendre un modèle, un embedding qui a été développé sur de gros corpus. L'avantage, c'est qu'on a une richesse sémantique. On a les homonymes, on a les mots qui sont proches, les synonymes et autres. On économise du temps en fait pour entraîner parce qu'on bénéficie déjà de quelque chose qui était entraîné et on améliore les performances de notre modèle. Donc, on va voir comment justement on met en place ce système dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, sachez que vous pouvez importer par exemple Word2Vect comme ceci. OK? Et voici par exemple une phrase. Supposons que c'est une phrase. Je veux apprendre le deep learning. Si vous me suivez, vous voulez apprendre le deep learning. Le deep learning est fascinant. Moi, je le trouve fascinant en tout cas. Je suis passionné par le deep learning. Le machine learning est une technologie clé. La technologie transforme le monde. On est d'accord? Donc, voilà la phrase qu'on veut mettre en place. On veut mettre la ménie de cette phrase. Comment ça marche? Bon, vous prenez Word2Vect, vous mettez votre phrase, vous mettez l'ensemble des caractéristiques. Et là, vous allez voir ce vecteur. Vous voyez, ça se transforme comme ceci. OK? L'embedding se transforme du mot learning, en fait. Vous voyez? L'embedding du mot learning, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, transformer un mot en vecteur, c'est ça, en fait. Pour un mot. Si vous pouvez prendre, par exemple, un autre mot. Si je veux, par exemple, l'embedding du mot apprendre, je peux mettre ici apprendre. Vous allez voir à quoi ressemble avec Word2Vect. Voici l'embedding du mot apprendre. Donc, amusez-vous, regardez de votre côté, c'est quoi l'embedding du mot transform. Donc, voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Vous avez vu, on peut transformer un texte en données numériques en utilisant l'embedding. On peut bénéficier des performances d'un modèle pré-entraîné, notamment Word2Vect. Dites-moi en commentaire quelle est la leçon la plus importante que vous apprenez de cette vidéo. Si vous souhaitez revoir l'ensemble du challenge, ça se passe juste ici. Commentez, likez, partagez, parce que c'est comme ça, les amis, que vous soutenez la chaîne. C'est comme ça que le CoinStat va devenir la référence en matière d'IA dans la francophonie, parce que c'est ça l'ambition. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Let's go! Bye!